Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Les messages du président Donald Trump sont désormais en voie de devenir un véritable produit de luxe. Sa plateforme Truth Social, qui évidemment était destinée à informer le public, va maintenant lancer un nouveau service d'abonnement aux investisseurs et médias financiers qui vont pouvoir recevoir les fameux Truth, là, les posts sur la plateforme Truth Social avant tout le monde. Un accès VIP qui coûtera 100 000 $ par mois, donc pas pour toutes les bourses évidemment, et qui relance le débat sur pouvoir politique, intérêt privé et délit d'initié. Pierre-Benoît Gauthier est vice-président chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour Pierre-Benoît. Bonjour Francis, ça va bien? Ça va très bien. Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait 100 000 $ par mois pour voir les messages de Donald Trump quelques minutes avant les autres? Explique-nous ça. Ben, la réalité, c'est que le monde de l'investissement est maintenant beaucoup un jeu de vitesse, hein? Puis dans l'ère de l'intelligence artificielle, il y a souvent des gens qui me disent « Ah, Pierre-Benoît, l'IA fait qu'aujourd'hui, c'est les machines qui contrôlent les placements. » Je dirais que moi, j'ai 41 ans, je travaille dans ce domaine-là depuis le début de ma carrière et puis ça a toujours été les machines ça a toujours été un jeu de vitesse. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'avant, c'était les chiffres. Donc, les machines lisaient les chiffres très, très, très vite, puis on essayait de gagner des millisecondes. Maintenant, l'intelligence artificielle fait qu'on peut maintenant lire du texte. Donc, l'accès privilégié bon, j'allais appeler ça un tweet, hein, assez truth, ça peut avoir de la valeur pour les firmes de high frequency trading, donc de transactions à haute fréquence. Ces firmes-là, c'est pas comme les fonds de placement auxquels on est habitué. Eux, ils cherchent pas à savoir la valeur des actions, à savoir si c'est une compagnie dominante dans son secteur ou quoi que ce soit. Eux, c'est simplement transiger le plus vite possible. Et puis, on parle là, vraiment en millisecondes. Fait que c'est eux les clients de ce fameux service-là. Mais ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des individus ou des entreprises qui vont avoir accès à une information, qui vont pouvoir prendre des paris sur des mouvements de marché auxquels toi et moi, qui avons, je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, qui n'a pas 100 000 $ par mois, là, donc auquel finalement la totalité de la population américaine, mondiale n'aura pas accès. Est-ce que c'est pas en train de créer comme deux classes d'investisseurs, là? Ouais, c'est une bonne question. Ce concept de deux classes d'investisseurs, je pense qu'en réalité, hein, il existe déjà. C'est-à-dire que l'information, la guerre de l'information est déjà derrière des murs, là, puis acquérir de l'information, ça se fait pas sans coût. Là, c'est une nouvelle couche, puis ce qu'il y a de particulier, donc, tu sais, admettons qu'on accepte qu'il y a des gens qui sont en bourse avec plus d'informations que nous. Ça, c'est la base. Souvent, mais je le dis à des investisseurs qui transigent eux-mêmes sur leur cellulaire, je leur dis, oublie pas, quand tu achètes un titre, quelqu'un te l'a vendu. Quand tu es content d'avoir vendu un titre en disant, yeah, je m'en suis débarrassé, quelqu'un l'a acheté en étant content de l'acheter. Il y a toujours deux côtés à une transaction. Est-ce que la personne de l'autre côté, c'est lui l'imbécile ou c'est toi? Il y en a un des deux qui va s'être trompé, là. Donc, si la personne devant nous a plus d'informations, il y a un avantage. Ça a toujours été le cas, puis ça l'est encore. Maintenant, cette nuance-là nouvelle avec le Truth API, c'est que l'information vient du président des États-Unis, là. Donc, c'est un petit peu... c'est un petit peu spécial, là. Mais cette guerre, cette asymétrie de l'information est un fait toujours. Là, mais c'est là où le bas blesse, je pense que c'est le nœud de l'affaire, c'est que là, on est face à des décisions politiques. Est-ce qu'on imaginerait demain matin un Mark Carney ou un François Legault, Christine Fréchette, Doug Ford faire la même chose? Est-ce que c'est même, tu sais, au Canada, dans le régime là, AMF là, qu'on connaît, est-ce que ce serait légal de faire une chose comme ça ici? L'aspect légal, même aux États-Unis, est pas si clair que ça, hein. Ça va sûrement être testé en cours, mais comme tu le mentionnes si bien, il y a des énormes nuances entre le traitement légal de l'information aux États-Unis versus au Canada. Comme par exemple, là, pour moi, ça serait interdit au Canada d'arriver à ton émission puis à commencer à dire ouais, j'aime l'action de peu importe compagnie, achetez ça. Ça serait complètement interdit. Aux États-Unis, il n'y aurait aucun problème. Je serais couvert là, sur le fait que c'est
c'est du divertissement ou quoi que ce soit. Comme il y a déjà beaucoup comme de Jim traitements Cramer, là, par exemple, une personnalité très connue qui est buy, 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 sell, 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 là, qui va vraiment carrément donner des ordres de marché à ses auditeurs. C'est inimaginable, un truc comme ça chez nous. Là. Mais j'aimerais ça, par contre. J'aimerais ça être le Jim Cramer québécois. Ouais, OK. Si jamais ça change, on t'appelle. On pourra peut-être te produire ici à Cube, d'ailleurs. Garde ça en tête. Ça reste qu'il y a quand même une ligne, il me semble, entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et là, on parle de politique publique, là, par exemple, liée aux tarifs, liée à la guerre, liée à toutes sortes de choses qui ont une incidence majeure sur les marchés. Cette information-là, c'est le président des États-Unis qui l'énonce. C'est pas Jim Cramer, c'est pas toi ou moi. En quoi est-ce que avoir accès, mettons, à des élus puis à des informations privilégiées réglementaires, c'est pas en train de fausser les règles du marché? C'est la question que les gens doivent se poser en entendant ça. Autrement dit, est-ce que je suis en train de jouer avec une main attachée dans le dos et puis que je me fais battre parce que j'ai pas accès à ces trucs-là? Je pense que les tweets et toutes ces informations-là font bouger les marchés sur le très, très, très court terme. Mais au final, là, pour l'investisseur qui nous écoute en ce moment, je pense pas que ça soit une si grande différence. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a déjà, comme je le disais un petit peu tantôt, ces high frequency traders là, qui viennent pickpocket un peu chacune des transactions. Hey, pour te dire une idée, Francis, c'est rendu 75% du volume quotidien qui est fait là, dans ces transactions de millisecondes. C'est des machines qui achètent et vendent les actions. C'est pas toi ou ta gang ou moi puis mon téléphone, là, mettons. Exactement. Ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, le directeur de technologie de la compagnie Jane Street, là, qui est un high frequency trader, disait qu'une transaction long terme pour eux, ça se compte en millisecondes. Une court terme, c'est en nanosecondes. Donc, ça vous donne une idée là, à quel point ça existe déjà. Maintenant, est-ce que ça crée un jeu inégal? Bien, on l'a vu dans les dernières années, depuis la COVID, les investisseurs qui sont patients puis qui investissent dans des titres de qualité qu'ils connaissent ont fait des très, très bons rendements. Souvent, les gens confondent la quantité de transactions et l'activité en bourse avec une surperformance. Les statistiques montrent que c'est l'inverse. Trop transiger et trop bouger, souvent, ça détruit de la valeur. Maintenant, pour ceux qui achèteront ces informations-là, évidemment, pour eux, ils ont espoir que ça fasse pas ça. Mais est-ce que les tweets de Trump ont encore le poids qu'ils avaient il y a 2 ans? Je pose la question moi-même, mais je ne suis pas si certain que ça. Est-ce qu'il y a des sociétés canadiennes qui risquent d'être tentées de payer le 100 000 $? Ouais, ça se pourrait très, très bien, hein, parce que 100 000 $ pour le commun des mortels, ça semble un prix exorbitant. 100 000 mais par pour mois, ces firmes-là, rappelons-le. Par mois, en effet. Mais tu sais, évidemment, c'est pas la même chose, là, mais pour vous donner une idée, un logiciel comme Bloomberg, qui est utilisé par tous les professionnels de l'industrie, ça coûte ça à peu près 3 000 à 4 000 $ par mois. Donc, ça, c'est un des logiciels qu'on a. Genre la caisse de dépôt, pourrais-tu prendre ça, 100 000 $ par mois, puis dire je vais faire des dollars avec ça, tu sais? Non, ça serait pas du tout dans l'esprit de la caisse, pas pour des questions nécessairement éthiques, certes qui existent, là, puis je suis persuadé que ça fait partie de l'équation, mais même la caisse ne transige pas de cette manière-là. Ouais, c'est exactement. Parce qu'il y a un problème aussi. Ouais. Je dois te laisser, Pierre-Benoît, c'est tout le temps qu'on avait. Désolé de t'interrompre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparlera de tout ça sans faute. Et puis, on remercie notre invité. Et puis, tous ceux et celles qui étaient à l'écoute, on se retrouve demain, 15h. Merci.